que Google, Bing, les IA veulent que vous puissiez indexer vos pages, ils veulent que vous puissiez soumettre vos URL. Et donc, c'est à vous de pouvoir utiliser ces outils pour le faire automatiquement. Je vous passe rapidement les techniques. Si vous avez besoin, je vous expliquerai exactement comment faire étape par étape. Pour référencer des pages sur Google et demain pour les résultats des IA, il y a un outil que vous devez tous utiliser si vous avez un site internet, s'il vous plaît. C'est que si vous leur sortez une chose, vous n'avez rien compris de ce que je dis parce que je pars trop vite. Vous avez tous applaudi Pauline et les autres speakers parce qu'ils ont été brillants et éloquents. Mais... je sais que c'est beaucoup plus intéressant que moi, mais au moins, si vous pouvez dire une chose de moi, c'est ça. Google Search Console. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en Google Search Console. Google Search Console te dit où est-ce que tes pages sont indexées. Elle te dit sur quel mot-clé tu es positionné sur Google. Et c'est le rêve. Et là, vous allez dire, ouais, mais Franck, c'est bien, Franck, c'est le SEO, mais ça fait 20 ans. Et bien, aujourd'hui, il vient d'avoir le nouvel outil qu'on attendait tous enfin maintenant avec l'IA. C'est plus Bing, désolé, c'est plus Google, Christophe, c'est Bing. Il vient de sortir un outil aujourd'hui qui s'appelle AI Performance, qui est gratuit. Et alors tout ce que je vous montre là, ça coûte zéro. C'est que de l'open source. Tout ce que je vais montrer, les Google Search Console, les Bing AI Performance, et c'est tout simplement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir demander à Bing, donc Microsoft, qui possède, je crois, 14% de OpenAI, qui connaît bien les LLM, donc les résultats des IA, comment faire pour... Quels sont les mots-clés qui sont... Enfin, les mots-clés qui sont les termes de recherche qui sont demandés par les utilisateurs dans les IA, et comment faire pour être bien référencé dans les résultats des IA. Je reprends un exemple. Je m'appelle Francky pour les intimes. J'ai une boîte de formation. Ben, je veux dire à Google, j'ai un lapsus, Bing AI Performance, quelles sont les demandes qui sont faites sur mathématiques, formation, intelligence artificielle. Et bien lui, il va me dire exactement ce qu'il en est. Il va me dire quelles sont les citations et quels sont mes concurrents. Et en fonction de cela, ben, je me dis, ben, en fait, il y a plein de demandes sur des mots-clés ou des termes de recherche. Dans les termes de recherche, il y a plein de termes de recherche, c'est pas formation IA, c'est formation streaming database ou streaming formation data engineer. Ben, qu'est-ce que je fais? Je regarde ces résultats, je crée mon contenu qui correspond exactement à la réponse que veulent les internautes quand ils passent par les IA. Je crée ce contenu, et je vous ai montré les résultats tout à l'heure, je suis en première position dans les résultats des IA. Donc moi, je suis une application très simple. Moi, je suis un fils de commerçant, ça s'appelle l'offre et la demande. Je regarde quelle est l'offre de mes concurrents, et je regarde la demande de mes clients. Et si je vois qu'il y a un mot-clé qui est très concurrentiel, que ce soit dans le SEO pour le GIO, pour l'information des IA, c'est un mot-clé hyper concurrentiel comme formation CPF. Alors, je ne sais pas formation CPF. Il y a beaucoup de concurrents, c'est trop compliqué. Je ne joue pas dans le genre de cours de vent, moi je joue à le cours d'un gens intelligents qui vont travailler sur des thématiques bien spécifiques où il y a peu de concurrents et de la demande. Et donc, vous, votre thématique, c'est quoi? C'est de trouver, utiliser cet outil qui est gratuit pour voir quels sont les vrais termes et où est-ce que vous allez pouvoir être bien référencé dans les résultats des IA. S'il vous plaît, découvrez cet outil, c'est tout simplement révolutionnaire. Vous donnez à Bing votre site internet, là c'est consulto.com, et il va vous donner exactement les citations où vous en êtes. Je avance rapidement. Autre chose, outil gratuit open source, Lovable. La dernière fois j'ai fait un exemple en live, j'ai créé le site qgh.com avec un prompt et le site est pareil en première position. Ça m'a juste coûté 9 $ pour acheter le nom de domaine, enfin 10 $ en .com, chez Cloudflare. L'hébergement, c'est gratuit avec Cloudflare Page. La création de page, c'est gratuit avec Lovable. Le site internet, maintenant il est en ligne, iafterwork.com, pour s'amuser. Et je vous ai fait une vidéo pour expliquer exactement comment fonctionne le prompt. C'est-à-dire que vous allez copier-coller le prompt. Au lieu d'en passer iafterwork, vous allez dire Francky très sympa.com. Vous pouvez l'acheter, c'est encore disponible. Et vous allez pouvoir créer le site internet. Tout ça, c'est cadeau. En plus de ça, j'ai fini, c'est bientôt à vous les autres speakers, j'ai fait une vidéo qui vous explique tout. Ça, si vous n'avez pas tout suivi, c'est normal. Vous aurez une checklist pour réussir son business avec l'IA. Il y a tous les documents. Il y a ma tête ici, au bureau. Il n'y a plus qu'à cliquer sur Play et vous allez tout comprendre, c'est dans les bonus. Au bonus, vous avez une checklist pour réussir avec l'IA. Tout ce que je vous ai dit, il y a une checklist étape par étape que moi j'utilise. Ça peut réussir à être en première position dans Google, dans les IA. J'ai une checklist étape par étape, je la respecte. Et dernière chose, j'en ai fini après, des prompts. Les fameux, comme tu disais, c'est quoi ton terme? Bref. Moi j'ai plein de prompts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
J'ai des prompts qui font des fois 20 pages. C'est fini de poser une question à l'IA, on dire bonjour, j'aurais ton problème extrêmement complet, tu donnes à l'IA et elle va te sortir ton site e-commerce qui est référencé dans les e-commerce. En fait, moi, quand je crée des sites, ils sont déjà, ils respectent déjà le protocole, comme je vous ai parlé, Universal E-commerce Protocol, qui fait que demain, quand vous allez prendre votre téléphone avec le fameux AI e-commerce, vous pourrez commander ma formation IA. Rapidement, on met en place des bootcamps qui sont subventionnés, comme je dis, par les aides de l'État, pour réussir étape par étape. Et en plus, on vous accompagne au niveau marketing pour lancer votre business. Tout ça, c'est offert. Merci si j'étais rapide. Merci à tous. Est-ce que vous avez... merci d'avoir été présenté. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Super. Eh ben, merci. Donc on a notre Chip and Dale. J'ai enlevé encore une couche. Pour l'instant, il y a le garde-chemise. Tu présentes Nicolas, maintenant je me... Ah pardon, excuse-moi. Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Oui. Du coup, j'avais juste une question. C'était, tu as dit indexer votre page, juste le mot indexer, comment ça fonctionne et comment on lit les chiffres, comment on les résultats. On peut juste dire ça. Merci, ça fait plaisir. Ouais, indexer les pages. Ils ont fait très indexer les pages, c'est en fait que tu crées une page et quand tu crées une page, tu penses que ça y est, tu vas être Google, t'amènes des clients et tu n'avais plus pour recevoir ta meilleure carte bancaire. Et ça marche pas parce qu'il faut indexer ta page. Il faut dire à Google, à Bing, au résultat des IA, au moteur des IA, que ta page existe. Et pour ça, il y a plusieurs outils. Il y a donc Google Search Console, que je vous ai montré. Il y a Bing Webmaster Tools, où il y a d'autres outils qui s'appellent Index Now, où il y a d'autres outils qui existent pour indexer ton URL. Et donc, quand tu crées ton URL, ce qui avant me prenait mes journées, maintenant je le fais avec mon tableau de bord, je vais indexer mon URL. Donc, je vais donner à tous ces moteurs de recherche, tous ces ChatGPT, Gemini et autres, j'indexe ma page. Ça quoi indexer ma page? Ma page, elle existe. Elle a ce qu'on appelle, avec la thématique schéma.org, des balises, je te passe les détails, H1, H2. Je veux faire formation intelligence artificielle, je casse la déco, et donc je dis je vais être là-dessus sur tel et tel mot-clé, et donc voilà ce que je propose comme texte, et je donne tout de suite ma page. Ce qui fait que je peux être en première position en une semaine. Alors qu'avant, il fallait peut-être 6 mois pour que peut-être Google, via ce qu'on appelle le robot.txt, vous connaissez peut-être ça, en fait c'est le robot de Google qui va scroller le web. Mais des fois, le robot de Google ne connaissait pas ton site, et que c'est pas ta page parce que je ne l'ai pas indexé. Et donc toi, tu n'auras jamais de visiteur. Et donc simplement le mettre dans le prompt pour qu'il accède plus vite à la page. Tu vas utiliser en fait un prompt qui va ensuite pouvoir demander à Google, via les outils Google Search Console ou Bing Webmaster Tools, d'indexer ta page. C'est un peu compliqué. En fait, il faut aller sur l'outil gratuit qui est Google Search Console, la Bible, et Bing Webmaster Tools, la deuxième Bible, et tu dis voilà, j'ai cette URL, tu me l'indexes. Et maintenant, il dit ok, la page elle existe, ils vont ce qu'on appelle la scroller, il y a un robot. Et ils vont dire, la prochaine fois que quelqu'un va taper formation streaming database, tu peux apparaître en première position sur Google. Merci pour ta question religieuse. Je te laisse présenter Nicolas. Tout à fait. Donc Nicolas Divin est business développeur sur la partie stratégique de Equinix France. En 2 mots, Equinix, c'est l'un des grands acteurs mondiaux des infrastructures numériques. Et l'entreprise gère des data centers et des réseaux qui permettent aux entreprises tout simplement de connecter leurs données, leurs applications et leurs utilisateurs partout dans le monde. Autrement dit, on pourrait un peu dire que c'est la colonne vertébrale technique qui fait tourner Internet, le cloud et désormais l'IA, bien sûr. Nicolas est spécialiste de plusieurs problématiques depuis plus de 20 ans et son rôle aujourd'hui est d'aider les entreprises à comprendre comment le numérique, et en particulier l'IA, transforme leur métier et leurs besoins techniques. Et donc avec vous Nicolas, on va parler d'un sujet essentiel mais souvent méconnu, c'est que sans infrastructure performante, il n'y a pas d'IA efficace et vous allez donc nous éclairer sur le rôle des data centers dans la révolution de l'IA. Merci. Alors déjà je m'excuse mon retard pour la petite histoire, j'ai un problème que l'IA ne peut pas régler. Ma fille est dans les déplacements à Ljubljana en échange scolaire et son vol a été annulé, je pars en Corée samedi matin. Les petites problématiques de rapatriement d'urgence, etc., logistique, et pour la blague, son passeport est à Aix. Voilà, donc j'ai chaud.
Alors moi, ça fait effectivement 25 ans que je suis dans l'IT, sur différents segments. J'ai commencé ma carrière chez Apple, donc j'ai fait un peu plus d'une dizaine d'années sur des postes commerciaux de produits. Alors plus sur la partie hardware, j'ai fini à m'occuper de toute la partie marketing opération pour iTunes en Europe pendant 5 ans. Et puis j'ai fait un shift en 2013-2014 vers le monde du paiement, où je me suis occupé de Value Added Solution pour le terminaux de paiement dans une petite boîte qui s'appelle Ingenico, qui est une pépite française qui a connu moult déboires depuis quelques années, pour finalement effectivement atterrir dans une société qui est méconnue du grand public sur un secteur qui est aussi méconnu du grand public, qui est le data center. Alors, on en entend beaucoup parler, parce qu'en ce moment, avec l'IA, effectivement, il y a beaucoup de bruit autour de la consommation électrique, de l'eau, notamment sur la partie développement durable. Et on essaye au quotidien de balancer, en fait, un peu de démystification, un peu d'éducation, et puis aussi, vous êtes fabricant automobile, vous allez avoir les pneus, la caméra embarquée, vous allez avoir le capteur de vitesse, etc. pour vous remonter de l'information. Vous allez avoir les feux de signalisation de la ville, vous allez avoir les caméras de surveillance, vous allez avoir un certain nombre d'éléments qui vont remonter de l'information. Après, il faut le processer. Donc là, il y a toute une phase où effectivement la donnée, elle arrive, c'est comme un entonnoir, arriver sur cette phase-là. Le plus gros aujourd'hui de l'infrastructure sur l'IA, c'est cette partie, c'est le modèle d'entraînement. Donc là, c'est là où on va avoir des méga campus de plusieurs gigawatts qui vont aller prendre la donnée et entraîner un modèle pour lui dire en fonction de cette donnée-là, donne-moi un résultat, il faut que le résultat soit pertinent. Et au cours des 2-3 dernières années, on est passé d'un taux de pertinence de 60 à 80-90% sur les réponses en fonction des usages. Le deuxième maillon pour moi, qui suis un opérateur de data center, qui est important, c'est l'inférence. L'inférence, c'est pas le fournisseur de service, c'est l'utilisateur. Donc c'est Franck qui va aller faire un prompt sur Lovable et qui va lui dire fais-moi un site web sur mon dernier business, etc. Donc le prompt va aller sur cette boucle d'inférence, aller interroger le modèle et revenir avec les réponses. Potentiellement, il va pouvoir aller alimenter le modèle aussi pour refaire du training. Donc la boucle, elle est en permanence en train de faire cette truc-là. Et derrière, une fois qu'on a fait tout ça, finalement vous avez de la donnée froide, ce qu'on appelle la donnée froide. Donc vous la stockez quelque part, vous la réutilisez, vous la réexpatriez quelque part. Donc on a vraiment cette notion de chaîne de valeur. Un chiffre que je trouve toujours intéressant pour se rendre bien compte, la perspective aujourd'hui du marché en termes de consommation électrique, c'est énorme. Aujourd'hui, le data center dans le monde, c'est 1 à 2%. En France, c'est à peu près 2% de la consommation électrique. Donc, tout ce qui sort des EDF, c'est à peu près 2% sur le data center. Aux États-Unis, c'est un tout petit peu plus. On voit qu'il y a quand même un gap. Vous mettez ça en perspective avec l'électrification des véhicules, des pompes à chaleur, etc., on se retrouve qu'on a un problème. Donc, il n'y a pas de solution magique, il faut qu'on essaye collectivement de faire des choses, et nous, on est aussi dans cette démarche d'amélioration de l'efficience énergétique, de réduction de la consommation, de faire en sorte j'en parle un tout petit peu, de faire en sorte qu'on consomme moins, ou qu'on consomme mieux, et ça, c'est toute une problématique. Pourquoi est-ce que les data centers sont essentiels pour l'IA? Un, c'est parce qu'ils sont disponibles 24/24. Deux, c'est parce qu'ils permettent une vitesse de traitement, ils sont interconnectés à des opérateurs télécoms et à un certain écosystème de la chaîne de valeur. Il y a effectivement des acteurs de la sécurité et de la protection de données, que ce soit physique, je vous montrerai, ou cyber, qui sont aussi intégrés dans l'infrastructure des clients qui viennent sur ces infrastructures. Et la volatilité des charges de travail. Les défis de l'innovation, c'est principalement cette capacité électrique. Alors, il y a quelques années, on calculait avec les clients la charge d'infrastructure par mètre carré et le nombre de kVA. Aujourd'hui, c'est principalement le kVA étant kilowatt. Aujourd'hui, c'est principalement un calcul par capacité électrique. On vous dit que vous avez besoin de combien? 100, 200, 300 kilowatts. 1 mégawatt pour les gros, 10 mégawatts, 100 mégawatts pour les très gros. Et donc on est rentré dans une ère de l'électrification. Ça c'est hyper important pour nous parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, avant on avait 1 mètre carré pour 4 kVA, donc 4 kW, sachant que la plupart de vos contrats d'électricité maison c'est 6 kVA.
Impact sur l'urbanisation, ça c'est un autre sujet, on pourra l'aborder si vous voulez après. Sur l'urbanisation, en fait, du coup, on a besoin de moins de place pour mettre des data centers. Mais alors le problème, c'est est-ce qu'on en fait des plus puissants ou est-ce qu'on en fait des plus petits? Bon. Les acteurs du réseau électrique, en France, on est quand même plutôt bien lotis, puisqu'on consomme à peu près 60-70% de la consommation électrique qui est issue du nucléaire. C'est vert. On peut débattre nucléaire, mais en tout cas, c'est décarboné. Et donc, du coup, sur la France, on est plutôt bien positionné. Et c'est pour ça que c'est aussi un pays qui est très attractif sur les acteurs de l'IA aujourd'hui. Qui viennent s'intégrer ici parce que finalement on a une électricité pas chère à foison. Amsterdam c'est pas possible, l'Irlande c'est pas possible, l'Allemagne, l'Angleterre c'est compliqué, et donc nous on a un certain nombre d'atouts en France justement pour pouvoir ramener ces acteurs à la maison. En tout cas pour nous c'est un point assez important. Et puis le dernier qui est effectivement quand on a des GPU et des CPU qui consomment beaucoup, ça veut dire que ça chauffe beaucoup. Qu'on a deux solutions pour refroidir, c'est soit on les espace de 15 mètres à chaque fois et qu'on met des gros ventilos, le problème c'est que ça consomme, soit on utilise des solutions un peu innovantes qui sont des solutions de liquid cooling, donc de refroidissement liquide. Alors il y en a plusieurs qui existent, je ferai un petit voilà, c'est la slide d'après. Donc sur le liquid cooling, on a différentes solutions. Celle qui est la plus spectaculaire et que vous avez peut-être en tête, c'est de plonger un serveur dans un bain alors c'est pas de l'huile, c'est un liquide qu'on appelle diélectrique. Diélectrique, qui est en fait un composé chimique qui fait que le serveur jusqu'à 280-290 degrés, il est plutôt tranquille et qu'en fait ça permet de refroidir avec zéro impact. Ah tiens, j'ai mal fait mon branchement, en sort 2 ans. Donc du coup c'est compliqué. Donc nous on travaille plus avec l'industrie, avec les Dell, avec les HP, avec les Lenovo, sur des solutions de refroidissement liquide directement dans les serveurs sur le pli. Donc c'est un système d'échangeur à plaques. Sans rentrer trop dans la technique, on va refroidir une plaque qui va en refroidir une deuxième. Et cette plaque qui est au-dessus du CPU, GPU, va permettre avec un système de refroidissement en boucle, finalement de refroidir à peu près 80% la chaleur des serveurs. C'est comme ça qu'on arrive à garder des niveaux qui sont plutôt accessibles et qui nous permettent aussi de ne pas consommer d'eau sur ces déploiements-là, parce que finalement on est en boucle fermée, donc on a la boucle du data center, la boucle de la salle et la boucle du serveur, pour rentrer un petit peu dans la technique. Ce qui nous permet alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur cette partie-là. On travaille sur l'impact du data center, à la fois sur la consommation, à la fois sur la construction, sur la consommation IT de nos clients, sachant qu'aujourd'hui, sur 100% de la consommation IT d'un data center, 40% c'est Equinix, c'est la consommation du site. C'est les ventilos, c'est les lumières dans le couloir, c'est les frigos, etc. 60% c'est la consommation IT de nos clients. Donc en fait, on travaille sur la consommation IT de nos clients, on réduit la facture globale pour tout le monde sur la partie développement durable. Et puis après, on met en place d'autres choses. On dégage beaucoup de chaleur, qu'est-ce qu'on en fait? Un data center moderne. Donc c'est beaucoup de serveurs, mais on va aller directement à l'essentiel. Un data center, c'est ça. C'est une grosse usine. C'est un gros bâtiment, donc ça c'est notre site de Saint-Denis. Donc il y a 3 data centers sur à peu près 40 000 m². Donc c'est un data center qui est relativement correct. C'est pas un énorme data center, c'est un des plus gros qu'on a sur Paris, sachant que nos clients n'ont pas forcément besoin d'énormes capacités. Ceux qui prennent vraiment beaucoup, ce sont les Microsoft, Google, Amazon qui vont prendre des énormes capacités. Mais ça c'est un site traditionnel, donc on arrive effectivement, c'est un gros bâtiment carré. Sur le toit, on voit que tous ces petits points noirs qui sont ici, ce sont les générateurs de secours. Donc chaque générateur, c'est à peu près entre le moment où on commande et le moment où on le reçoit, c'est 2 ans d'attente. Donc il faut savoir prévoir. Chaque générateur fait jusqu'à 2 MW. 2 MW, c'est gros. C'est assez énorme. C'est ce qui nous permet, quand il y a des problèmes de rupture énergétique, en 30 secondes, de démarrer la machine. C'est du diesel. Alors on utilise un peu de biodiesel aujourd'hui dedans pour essayer de mitiger un petit peu la partie fossile. Mais en 30 secondes, on sait réalimenter un site, sachant qu'entre deux, il y a des batteries qui prennent le relais, etc. Donc normalement, on n'est jamais à l'arrêt. Donc on a un parking, on a pas mal de petites choses. Quand on arrive dans le site, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble.
Tiens, donc un data center, c'est quoi? C'est effectivement la partie refroidissement, les générateurs, donc ça c'est sur le toit, généralement, surtout dans des zones tempérées aujourd'hui, à aller griller les serveurs de nos clients, on met des doigts dans la prise. Alors après, on a des gants avec des couches de caoutchouc qui font quasiment 1 centimètre, donc c'est assez sympa. On a, donc ça c'est toute la partie électrique. Le Meet Me Room, c'est toujours intrigué, parce que je suis arrivé chez Equinix en plein Covid, donc j'ai mis 1 an et demi avant de voir un data center, et tout le monde me parlait de Meet Me Room, alors je pensais que c'était ça le café, on se retrouvait le matin. Non, c'est en fait à peu près le même principe, c'est là où tous les opérateurs télécoms vont se retrouver dans une seule salle. Donc en fait, un client va se dire, finalement, je vais aller me connecter à Orange, Verizon, BT, Coop, etc. Donc ça nous permet de faire de l'échange. On a le lobby, on a l'entrée, etc. Entre l'entrée d'un data center et la salle d'un client, il y a 7 points de contrôle physique. Donc il faut avoir des empreintes digitales, on arrive, il y a une petite guérite, on donne ses papiers d'identité, on donne ses empreintes, c'est pire que l'aéroport. Donc quand on reçoit des clients, généralement on leur demande de venir une demi-heure, 3/4 d'heure avant pour bien faire les démarches, surtout s'ils n'ont pas envoyé les papiers, sachant qu'on prend le temps de bien vérifier qui rentre, etc. Il y a des données sensibles, on héberge des infrastructures qui sont souveraines, c'est une cloud, on héberge tout type de clients. On va héberger aussi des acteurs qui prennent juste un rack, une baie pour faire des petits workloads, mais effectivement à chaque étape, dans le data center, c'est très blanc, on a l'impression d'être dans un hôpital, ça sent un peu l'hôpital d'ailleurs, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien, et effectivement on a ces petits points de contrôle un peu partout. On rentre dans une salle, donc ça on rentre dans le data hall, donc c'est vraiment le grand salle, et puis pour rentrer dans chaque salle, il faut rebadger. Généralement c'est badge plus empreinte digitale, donc c'est assez contraint. Et puis une fois qu'on est rentré, à côté de ça, effectivement, ça c'est les transformateurs, donc on rentre dans des salles blanches, c'est vraiment des salles blanches, avec des gros transformateurs blancs. Alors on a les mêmes sur les salles où il y a les serveurs de nos données, c'est exactement la même chose, en fait c'est une suite de salles blanches qui sont toutes alignées les unes les autres, et en fait voilà, on a sur ce genre effectivement de déploiement où ça c'est un client qui doit avoir une cage autour de ses serveurs pour éviter qu'on rentre. Ça peut aller jusqu'à du staff 24/24 devant la porte. On l'a vécu, on le fait. Alors après, il faut savoir tourner un petit peu pour prendre les postes quand il faut, parce que c'est un peu compliqué, mais on a tout type de sécurité sur ces infrastructures. De nuit, c'est très joli aussi. Alors, on arrive à avoir des petites lumières. Donc les lumières, elles s'éteignent et elles s'allument en fonction du passage des gens pour essayer d'être un peu plus efficient. Et alors ça, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est ça. Il y a des centaines de kilomètres de câbles dans un data center. C'est beaucoup de câbles. Et en fait, nous, industriellement, on a décidé de faire passer les chemins de câbles au-dessus plutôt que sous le faux plancher. Donc on a partout dans le data center, c'est des espèces de chemins de câbles orange qui circulent, qui se croisent. C'est un peu des autoroutes. Alors quand je parle d'autoroute de l'information, là on est vraiment dans le sens littéral du terme. C'est la vraie autoroute de l'information sur cette partie-là. Et puis alors, dernier point, et puis après j'en ai fini, je serai un petit peu pour vos questions, c'est beaucoup de tuyauterie, beaucoup. Alors on a les meilleurs plombiers de la place de Paris. C'est peut-être après le nucléaire, mais effectivement on a un tel besoin d'aller faire un petit peu de tuyau. Alors pour ceux qui seraient intéressés à avoir 40 minutes d'explication avec un mec un peu marrant, il y a un youtubeur qui s'appelle Pepe Garcia qui avait fait une incursion chez nous pendant quelques temps. Qui a fait un grand parcours. Il a été du toit jusqu'au sous-sol, et il découvre vraiment comme un néophyte là où sont hébergés vos films Netflix, vos photos de vacances, etc. Donc ça c'est pour la petite info, vous l'enverrez aussi, ça peut être intéressant à regarder. Last but not least, comme on dit dans le métier, on me dit souvent qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer l'empreinte numérique aujourd'hui. La première étape, c'est qu'est-ce que vous avez sur votre téléphone, le nombre d'applications, les photos, les médias que vous consommez. Chaque fois que vous allez streamer une photo, une vidéo, c'est effectivement un opérateur télécom qui va faire transiter de la donnée, c'est nous qui allons taper dans un serveur, etc. Donc en fait, c'est une démarche collective. Tant que la consommation digitale augmentera, alors avec l'IA, c'est vrai qu'elle n'a pas tendance à diminuer, mais
effectivement, nous, on ne sera que les récipiendaires de en fait, cette consommation, etc. Donc on essaie de trouver des moyens pour la rendre un petit peu plus efficiente, mais effectivement, c'est des démarches collectives qui jouent dans ce sens-là. Voilà. Merci Nicolas. J'ai un peu pour l'applaudir. Merci Nicolas Vivant, Equinix, leader mondial des data Starteria. Je suis vraiment ravi que Nicolas soit là. Est-ce que vous avez des questions? Oui, ça va être chaud. Oh, je vais essayer de le faire un peu plus fort, ça va aller. Je pense à connaître là. Ok. Les disques durs, pour faire rapidement, le SSD c'est plus que l'USB, le disque dur c'est mécanique. Donc du coup, quand vous faites finalement avec l'explosion aussi de ce stockage, puis les cartes graphiques bien évidemment, parce que les cartes graphiques Nvidia aujourd'hui arrivent à un niveau où les prix se sont envolés, mais très 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 rapidement. Ouais. Alors, nous, on a la chance d'être hébergeur. Donc, en fait, il faut voir que le stockage, on l'a pas. On n'a pas d'équipement informatique pour nous. Effectivement, c'est un problème pour nos clients. Après, il y a des solutions de refurbish, etc. Mais c'est un problème de l'industrie de manière générale. Pour la partie Nvidia, j'ai deux réponses. La première, c'est qu'effectivement, les prix augmentent. Ça va très vite. Là, on est sur les derniers Blackwell, les S200, les D200, etc. Il y a un marché secondaire qui est quand même assez fort. En fait, il faut replacer dans le contexte de l'usage. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Si c'est écraser une mouche avec une pelleteuse, ça ne sert à rien. Alors souvent, c'est des gens qui sont très forts pour vendre beaucoup de GPU, et très bien. Juste un petit chiffre sur, je crois que c'était en passant du H100 ou D200. C'est des GPU qui consomment 3 fois plus, mais qui sont 30 fois plus efficients en termes de performance. Alors, consommer 3 fois plus, ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, vous étiez sur 300 kilovolts par plus, vous passez à 1200, donc ça augmente la consommation par 3. Donc. Mais par contre, le fait que ça augmente la performance par 30, ça peut faire réfléchir aussi en termes de finalement, qu'est-ce que je fais de mon infrastructure? Et ça me permet de réduire le scope, etc. Donc, c'est vraiment une question d'usage, comme pour tout. Est-ce que j'ai besoin d'une Ferrari pour aller au bureau? Pas forcément. Un vélo, ça... Mais par rapport au point de vue business, du coup, comment ça fonctionne? Parce que concrètement, j'ai fait des recherches, je ne comprends pas forcément. Comment vous vendez le stockage? Est-ce que c'est par rapport au... Enfin, comment vous non, c'est une bonne question. En fait, un data center, c'est une foncière immobilière. Donc en fait, nous, on vend du mètre carré et du courant. Donc on ne vend pas d'informatique à proprement parler. Après, il y a toute une couche de solutions, on va parler de tout ça, etc. Mais notre business model, c'est de l'immobilier. Donc on va vendre du mètre carré à un certain prix, avec du courant à un certain prix. Voilà. Et pour avoir un ordre de grandeur, ça à peu près combien là? Voilà, ça dépend, c'est une question très large, on va en discuter un petit peu après, mais faut quand même, pour arriver dans un data center, il faut quand même avoir une entreprise d'une certaine taille, une petite ETI, un fleuriste, ça ne vaudra pas le coup d'aller prendre un rack dans un data center, ça coûtera trop cher. Autant aller chez un acteur du cloud traditionnel qui va permettre d'avoir un certain nombre de choses déjà pris en main assez faciles. Mais en fait, je ne l'ai pas mis pour la prochaine fois, il y a un graphe qui dit, tant que vous êtes sur une phase d'expérimentation sur vos projets d'IA, allez chez les cloud providers, c'est très bien, c'est plus facile, c'est moins cher. Dès le moment où vous arrivez à un certain niveau de run, donc, où il y a un volume qui commence à être échangé qui est important, vous avez des coûts d'igresse ou pas, là la question se pose à mettre en place des infrastructures hybrides avec un peu de on-prem, un peu de data center, etc. Mais pour le pricing, effectivement, ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on veut faire. C'est du network, c'est du stockage, c'est du compute, etc. Ça dépend tellement de facteurs. Maintenant, je vais regarder pourquoi c'est un... Donc, ça tombe bien, ça va picoter dans vos cerveaux là, parce qu'on a maintenant Aurélien qui va nous parler d'IA. Donc, pour présenter Aurélien Fénard, il est... pour présenter Aurélien Fénard, donc il est directeur de transformation digitale et de l'IA chez France Travail, donc ce qui fait partie data sur partie recrutement. J'ai eu l'occasion de venir de voir Aurélien. C'est moi, ça c'est dans ses bureaux. Et ben voilà, je vais vous montrer le micro, Aurélien, c'est à toi de pouvoir parler avec les personnes qui marchent.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis également prof sur ces sujets-là, d'IA et de sciences sociales à Sciences Po, à la Sorbonne et à l'IESEG. Et je fais partie de plusieurs groupes de recherche et comités scientifiques sur l'IA. Aujourd'hui, Franck m'a demandé de vous parler un peu de compétences et d'IA et d'actualité. Je vais faire un peu un comics. Et je vais essayer d'aborder l'IA sous des angles que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir, aussi des angles de recherche des sciences sociales, pour voir aussi ce que ça nous fait. Okay. Donc, et puis moi, je travaille chez France Travail, donc aussi ça m'intéresse beaucoup de voir, ça va être quoi l'impact. Je suis désolé, du coup, tous les slides, ils vont plus courir, mais ça va nous permettre de voir un peu c'est quoi les impacts. Donc, alors, à l'heure actuelle, sur le marché du travail en France, on n'a encore pas énormément d'impact. On commence à voir parfois certaines entreprises, peut-être, on va dire, aux investisseurs, parce que c'est beaucoup plus facile de dire on licencie parce qu'on se met à l'heure de l'IA, ça plaît en bourse, que de dire qu'on a moins 70% dans les contrats dans le public, par exemple. C'est un peu ce qui arrive. Donc, en ce moment, l'IA a le bon dos là-dessus. Voilà. En tout cas, on commence à voir aux États-Unis, parce que les États-Unis ont plus d'avance que nous. D'habitude, je fais un slide sur tout ce qui est aussi un peu écosystème et tout ce qui est de la géopolitique de l'IA, qui est passionnant, mais je pourrais déjà passer 45 minutes juste dessus. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est de voir ces impacts-là sur les compétences, les tâches, etc. Je reviens 3 secondes sur un slide que j'ai déjà montré la dernière fois, qui est que déjà chaque personne, on se place vraiment d'un point de vue humain, a sa propre définition de l'IA, a sa propre croyance. C'est un peu comme une religion. Chacun a sa propre religion, etc. Donc on a des gens qui sont dans le refus de l'IA. On a ceux qu'on appelle les cyborgs, ceux qui, c'est-à-dire, confient certaines tâches à l'IA, mais gardent la tête et les mains font. Ensuite, les centaures. Voilà. Les cyborgs, c'est ceux qui, comme moi, par exemple, font des films en IA, réalisent des films en IA et co-produisent, co-créent avec l'IA. Et ensuite, on a les dépendants, les technophiles qui vont très loin, ceux, par exemple, que vous voyez sur Internet se marier avec ChatGPT à l'église. Ça arrive. Ce qui est aussi important de bien comprendre, c'est qu'on voit, on parle toujours des compétences et de l'IA, notamment des LLM, on ne parle pas assez de à quel point l'IA transforme et impacte globalement le travail en collectif. On va avoir des sujets de motivation, de travail, de technologie évolutive, de travail. Il y a le glissement des compétences, je vais vous en parler, l'évolution des modalités de travail, le sens au travail. Il faut comprendre qu'en plus, toutes les vagues technologiques qui se succèdent, elles s'empilent. Elles s'empilent, c'est-à-dire que le Covid, l'hybridation du travail, ça vient en plus. Après, l'hybridation cognitive avec l'IA, ça va venir en plus. Donc ça s'ajoute et ça complexifie les liens. Le sujet du RSE, on vient d'en parler. Le sujet de la reconnaissance, une personne dans mon équipe qui bosse avec de l'IA versus une autre qui bosse pas avec de l'IA. Celle qui bosse avec de l'IA à la compétence égale, elle va faire plus vite. Qui je récompense à la fin de l'année avec une prime? C'est compliqué, sauf que celle qui n'utilise pas de l'IA a encore le droit de ne pas utiliser l'IA. En même temps. C'est des vrais sujets. Et puis, les centres d'intérêt, moi j'utilise. Avec l'IA, ça me permet de ramener des side skills au boulot. C'est-à-dire que des petits savoir-faire que j'avais avant, avec l'IA, ça me les augmente, je peux les ramener au boulot, ça me valorise. C'est hyper important. Le glissement des compétences. Sujet passionnant pour un développeur qui, avant, était par exemple sur des compétences techniques, mathématiques, collaboratives, un peu moins. Donc, toute la partie là, c'est soft skills, toute la partie là, c'est hard skills. Le jour où l'IA arrive, mes compétences techniques en mathématiques, en rédactionnel, etc., elles vont toujours être fortes, mais elles vont un peu baisser. Par contre, je passe en bleu sur tout ce qui va être compétences douces, des soft skills. Pourquoi? Parce que toujours, l'IA va me remplacer sur du code, mais je ne perds pas complètement mes compétences de code, sinon je suis plus capable de réellement vérifier. Donc quand vous entendez de la reformulation, de l'évaluation, etc., etc. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que forcément la productivité, elle fait un bond. Si je développe quelque chose, donc par exemple moi en ce moment mon grand truc c'est de prendre Anti-Gravity et
je le colle, je me fais un team d'agents avec Antigravity et je mets des code en team stack. Donc du coup, j'ai plusieurs développeurs avec Claude en full stack qui tournent avec Antigravity parce que ça me permet d'avoir une meilleure vue. Et alors attention, quand on dit Antigravity c'est gratuit, ouais c'est gratuit. Sur un certain nombre de tokens, c'est gratuit en fonction de tout ce que tu veux utiliser. Après, tu peux quand même faire un token si tu commences à développer des gros trucs. Donc, ça coûte quand même assez cher à la fin, il faut faire attention. Sujet passionnant aussi, sujet de cette étude qui montrait que dans une étude qui a été faite, pourtant ça datait déjà de GPT-4, hein, mais sur une étude qui a été faite sur le Boston Consulting Group par l'université de Wharton et Ethan Mollick, vous pouvez le suivre sur LinkedIn, il est passionnant. Il a fait une étude qui prenait 800 consultants du Boston Consulting Group et la moitié a fait leur travail classique de consultant avec GPT-4 et pas l'autre. Et qu'est-ce qu'on voit? Ceux qui ont utilisé l'IA étaient 12 fois plus de tâches complétées, 25% de rapidité moyenne et 40% de qualité en plus